La police tunisienne a eu recours à la violence physique contre des personnes arrêtées durant des manifestations et leur a délié le droit à un avocat. Cet état de choses, l'ONG Human Rights Watch l'a dénoncé mercredi. La crise anglophone du Cameroun touche les zones frontalières du Nigeria. La gendarmerie camerounaise a mené en début de semaine une opération au sein des communautés camerounaises réfugiées au Nigeria voisin. Affaire trafic de bébés au Niger, le procès en cassation de Hama Amadou s'est tenu mercredi à Niamey. Le délibéré sera connu le 28 février prochain. Bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Togo avec une semaine agitée. Le secteur de la santé se joigne donc au secteur de l'éducation et a entamé mercredi une grève très suivie. Dans le même temps, des milliers de manifestants se réunissaient à nouveau dans les rues de la capitale à l'appel de l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 après avoir succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadéba, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition organise des marches quasi quotidiennes depuis 5 mois et a prévu de se réunir ce jeudi et également samedi, toujours pour protester contre le régime en place au Togo. La crise anglophone du Cameroun touche les zones frontalières du Nigeria. Des escadrons de la gendarmerie camerounaise ont mené en début de semaine une opération au sein des communautés camerounaises anglophones réfugiées au Nigeria voisin. Reportage. C'est le district de Boki, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, qui a été envahi par plusieurs dizaines de gendarmes camerounais. Le directeur général de l'agence locale en gestion des urgences pour l'État de Cross River a indiqué que c'est dans l'un des villages, le village de Danaré, qu'ont trouvé refuge des milliers de personnes fuyant les violences perpétrées dans la région anglophone du Cameroun. D'après des témoins, ce n'est pas la première fois que cela se produit. En décembre, ils étaient déjà dans un autre district. Pour certains, les gendarmes sont venus combattre les militants camerounais anglophones qui se sont réfugiés dans la communauté. La police a confirmé l'information, mais n'a pas souhaité donner plus de détails sur les circonstances de la présence d'hommes sur le territoire nigérien. Les ambitions d'indépendance du Cameroun anglophone et la présence de près de 30 000 réfugiés au Nigeria est source de tensions entre les deux États. Également confronté à un mouvement indépendantiste des Biafrais dans le sud-est du pays, le Nigeria s'est rangé du côté du gouvernement camerounais ces dernières semaines. Pour preuve, le président du mouvement séparatiste anglophone, détenu au Nigeria depuis le 5 janvier, a été extradé lundi à Yaoundé avec 46 de ses partisans considérés comme des terroristes par Yaoundé. 127 millions d'euros, voilà la cagnotte dont a besoin le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU pour venir en aide aux réfugiés déracinés par les violences de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Dans ce cadre, un appel de fonds a été donc lancé par le Haut Commissariat. Reportage. Les charges laissées par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram coûtent cher aux États affectés et à la communauté internationale. 208 000 réfugiés nigériens et leurs 75 000 hôtes au Niger, au Cameroun et au Tchad doivent bénéficier de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, la crise s'éternise. Des réfugiés nigériens continuent d'affluer dans des communautés pauvres et très isolées des pays voisins. Une des conséquences du conflit est l'inquiétante montée de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë chez ces populations. Les communautés qui accueillent les réfugiés sont également dans le besoin, leur capacité d'assistance aux personnes déracinées ayant atteint leur point de rupture. Le Haut Commissariat des réfugiés juge indispensable une aide humanitaire pour le logement, la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement. Le HCR rappelle qu'un précédent appel de fonds d'un montant de 241 millions de dollars pour 2017 n'avait été financé qu'à 56%.
Le conflit provoqué par Boko Haram a conduit à ce jour au déplacement de 2 400 000 personnes dans le nord du Nigeria, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad, au Niger. Affaire trafic de bébés au Niger, justement, le procès en cassation de Amadou s'est tenu mercredi à Niamey. Le délibéré, quant à lui, est attendu pour la fin de ce mois, le 28 pour être plus précis. Reportage. L'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de 2016 est condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Ama Amadou, ancien ministre et ex-président du Parlement, avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France. C'était quelques jours avant le second tour de la présidentielle. Adiza Amadou, une des épouses de Ama Amadou, a également écopé d'1 an de prison ferme. Le 13 mars 2017, la Cour d'appel de Niamey avait condamné à 1 an de prison ferme une vingtaine de personnes impliquées dans cette affaire. Seul un des accusés, considéré comme le cerveau du trafic, a été condamné à 5 ans ferme. Les autres étaient notamment poursuivis pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la paternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Tous ont été condamnés pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Depuis le début, l'opposant dénonce un procès politique. Cette affaire empoisonne le climat politique nigérien depuis 3 années. Les récentes manifestations de mécontentement en Tunisie font encore parler d'elles. La police tunisienne aurait fait recours du moins à la violence dans le cadre de ces arrestations et a également dénié le droit d'un avocat aux personnes arrêtées. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé le fait. La cherté de la vie a suscité en Tunisie une série de manifestations début janvier. Certaines ont dégénéré en émeutes nocturnes et selon le ministère de l'Intérieur, près d'1 millier de personnes ont été arrêtées. L'ONG Human Rights Watch salue les autorités qui, dans de nombreux cas, ont respecté les droits aux libertés de réunion et d'expression pacifiques. Cependant, la police a parfois passé à tabac les personnes arrêtées et leur a dénié le droit d'être assistées d'un avocat conformément à la loi tunisienne. Des personnes ont aussi été arrêtées pour avoir distribué des tracts qui critiquaient la politique du gouvernement et demandaient davantage de justice sociale. Dans ce cadre, au moins 8 personnes doivent passer en jugement alors que les tracts contenaient des critiques pacifiques. Human Rights Watch réclame l'abandon des poursuites et demande enfin que l'enquête annoncée par les autorités sur la mort d'un protestataire soit impartiale et qu'elle comprenne des interrogations de témoins. Cette enquête doit faire rendre des comptes à tout agent du gouvernement dont il serait prouvé qu'il a contribué à la mort du défunt. Par ailleurs, les autorités n'ont toujours pas rendu public les résultats de l'autopsie du corps de ce chômeur quadragénaire tué le 8 janvier à Tebourba, à l'ouest de Tunis. Sa famille assure qu'il a été percuté par une voiture de police, ce que le ministère de l'Intérieur a démenti. La tension entre Madrid et la Catalogne ne faiblit pas. Renoncer à soutenir la candidature de Carles Puigdemont à la direction de la région, c'est la demande qu'a formulée Madrid ce mercredi à la vice-présidente du gouvernement espagnol, au chef donc du Parlement catalan. Il lui a aussi été demandé de lancer des consultations pour trouver un nouvel aspirant à ce poste. Reportage. Carles Puigdemont, la pomme de discorde, a été destitué fin octobre de la présidence de la Catalogne par Madrid. Installé en Belgique et recherché par la justice espagnole, il reste le seul candidat. Son investiture par le Parlement régional devait intervenir à l'issue d'un débat programmé à partir de mardi et reporté par le président du Parlement, Roger Torrent. Il n'y a pas d'autres candidats ou d'autres combinaisons arithmétiques possibles. Malheureusement, la séance plénière n'a pas eu lieu. Le président du Parlement a décidé de choisir une autre voie et nous devons respecter sa décision.
Nous pensons que la démocratie n'est ni reportée ni suspendue. Nous n'acceptons aucunement que les présidences puissent être dictées depuis Madrid. Nous ne pouvons pas l'accepter, car cela compromettrait à jamais les résultats des élections en Catalogne. La Cour constitutionnelle a estimé que pour se présenter devant le Parlement catalan, le chef de file séparatiste devait rentrer en Espagne et obtenir une autorisation du juge qui le poursuit pour rébellion et sédition. Roger Torrent a contesté cette décision de justice, reportant la séance jusqu'à obtenir des garanties que Carles Puigdemont puisse se présenter sans être arrêté. La vice-présidente Soraya Sáenz de Santa Maria, chargée du brûlant dossier catalan au sein du gouvernement du conservateur Mariano Rajoy, a affirmé que désormais, le président Torrent doit ouvrir des consultations avec les partis politiques pour sauver la situation créée par Puigdemont. Le Brésil, Qatar, se prépare à l'élection présidentielle d'octobre. Malgré une condamnation en appel à la prison pour corruption, l'ex-président brésilien Lula reste largement en tête des intentions, mais il pourrait bien en être empêché de se présenter dans la mesure où il est poursuivi pour corruption. Ce sont des sondages publiés mercredi qui le disent. Luis Inácio Lula da Silva obtiendrait de 34% à 37% des voix au premier tour selon les différents scénarios établis par l'Institut Datafolha. Dans le même temps, le leader de la gauche inspire aussi un fort rejet. 40% des personnes interrogées ont répondu qu'elles ne voteraient jamais pour lui. Mais cette réalité ne change rien à la force de frappe de Lula, qui devance nettement le député d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce dernier conforte sa deuxième place avec 16 à 18% des intentions de vote. Les pronostics indiquent qu'au second tour, Lula battrait Bolsonaro 49% contre 32% et s'imposerait avec une avance similaire face à tout autre adversaire. Le sondage a été effectué les 29 et 30 janvier auprès de 2826 personnes avec une marge d'erreur de 2%. C'est la première enquête de ce type depuis la condamnation en appel de Lula le 26 janvier à 12 ans et 1 mois de prison. Malgré ses avantages, Lula risque de ne pas pouvoir être éligible en raison de sa condamnation. Même s'il a l'intention d'utiliser tous les recours possibles, y compris devant la justice électorale. Au cas où il ne pouvait pas se présenter, Bolsonaro prendrait la tête des intentions de vote au premier tour, mais il serait battu dans tous les scénarios au second tour. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon mois de février à chacun et à tous. Au revoir.